Bonjour. C'était en ouverture de cette causerie quelques mesures d'une musique que Léonard de Vinci aurait pu entendre à la cour de Médicis, voire qu'il aurait pu interpréter. Sur l'écran, une gravure qui a fait sensation, retrouvée récemment dans un musée américain à Cleveland. Cet Orphée barbu, charmant les animaux avec sa lyre, serait nul autre qu'un portrait de Léonard de Vinci. Alors ce serait un événement parce qu'on ne connaissait jusqu'à présent que 2 portraits réalisés du vivant de Léonard de Vinci. Et celui-ci donc est une découverte récente qui fait en fait accréditer l'idée que Léonard de Vinci fut de son vivant très connu comme musicien. Qu'on ait pu le présenter comme Orphée, c'est-à-dire la personnification mythologique du pouvoir de la musique, n'est pas étonnant, car la musique a toujours occupé une place donc très importante dans toute l'activité créatrice de Léonard de Vinci, qui fut à la fois interprète virtuose, constructeur d'instruments, ou plutôt projecteur d'instruments, parce qu'aucun n'a été vraiment réalisé, scénographe, décorateur de spectacles musicaux. On a du mal d'ailleurs à l'imaginer aujourd'hui, mais le père de Mona Lisa fut même souvent plus sollicité comme ingénieur hydraulicien ou spécialisé dans les machines militaires que comme musicien ou comme peintre. De là à affirmer avec une pointe de provocation que la peinture n'a été que son violon d'Ingres, un pas que nous n'allons pas franchir. Alors, pourquoi cette méconnaissance insistante de cette facette de son génie? Au premier chef, parce que musicien, répété excellent musicien, mais musicien improvisateur, Léonard n'a laissé aucune trace de sa musique. Il fut donc à la fois un compositeur sans composition, un interprète sans enregistrement, et pour cause, un inventeur d'instruments qui n'en a construit vraiment aucun, et aussi un théoricien de la musique qui n'a laissé aucun traité systématique de tout ce qu'il avait écrit. Donc il y a de quoi décourager les musicologues. En France en tout cas, parce que nous pouvons nous appuyer sur l'ouvrage fondamental d'un historien et facteur d'instruments américain qui s'appelle Emanuel Winternitz et qui a publié un ouvrage décisif sur le sujet dans les années 80. Mais en France, pas grand-chose, du moins à ma connaissance. Alors, les historiens d'art, quant à eux, ne sont pas toujours ouverts à la musique, et il faut dire qu'ils ont déjà fort à faire avec l'écrasante figure du peintre qu'on connaît bien dans ce musée. Alors, étant moi-même ni vraiment musicologue, ni historien de l'art, c'est en tant que passionné des rapports entre musique et image, en l'occurrence des images très abondantes dans la matière, que je me permets de prendre la parole sur un sujet aussi riche et trop négligé. Alors, une multitude d'esquisses et croquis touchant aux phénomènes musicaux sont disséminés dans les multiples carnets et codex où Léonard de Vinci notait souvent à la hâte et sous forme d'esquisses ses multiples idées, souvent à la frontière de la science, de la fantaisie ou du jeu. En tant qu'homme de la Renaissance, ces sources remontent bien sûr à l'Antiquité et au premier chef dans la pensée de Pythagore, chez qui la théorie musicale joue un rôle central. C'est en effet l'armature de sa théorie des nombres qui structure toute sa pensée avec la fameuse idée de nombre d'or que l'on retrouve d'ailleurs chez Léonard de Vinci avec sa recherche des proportions idéales héritées de Vitruve et de Pythagore. Chez Léonard de Vinci, la musique détermine le processus créatif, et ce sur 2 plans très distincts. À l'opposé de la peinture, qu'il définit comme la figuration des choses visibles, il voit dans la musique la possibilité de figurer des choses invisibles. Il l'associe à la liberté de créer des formes dégagées du monde des choses tangibles et visibles, c'est-à-dire de passer de l'autre côté du miroir. Mais comme le souligne Winternitz, pour Léonard, la musique n'est pas seulement une facette parmi d'autres de son génie créatif, mais une partie essentielle de la dynamique de son énergie artistique et scientifique. Et ce, sur un plan très concret, ancré dans ses recherches scientifiques ou techniques.
Ainsi, son étude approfondie des phénomènes acoustiques est toujours mise en relation avec ses recherches sur la perspective optique. Il s'est ainsi efforcé de jeter les bases d'une théorie de la perspective sonore, comme s'il voulait devenir un peintre du son. Sa créativité dans le domaine de la facture d'instruments est-elle indissociable de son étude de l'anatomie, celle du larynx, du crâne comme résonateur, des tendons de la main qu'il prend comme modèle pour les clés qui actionnent les instruments avant qu'il a inventés. Là, vous voyez ça sur la partie droite de l'image. La façon particulière dont Léonard aborde les problèmes acoustiques, par analogie avec d'autres phénomènes, est mise en évidence par la juxtaposition de 9 diagrammes comparant le comportement du son, des rayons de lumière, de la couleur, de la voix, de l'écho et même des odeurs. Alors, voilà, ça c'est un schéma qu'on trouve dans le Codex Atlanticus. Alors quelque chose d'un peu ésotérique, je vous montre juste le principe. En haut, alors, vous avez 1 et 2, comment les rayons de lumière traversent les corps transparents. 3, comment la couleur réagit au même corps. 4, comment les percussions traversent les murs. 5, comment celle-ci se diffuse si elle rencontre un orifice dans le même mur. 6, la voix de l'écho. 7 et 8, comment les lignes d'un aimant franchissent les murs. Et 9, comment l'odeur se propage à la manière d'un coup. Évidemment, je conçois que ces petits schémas gribouillés et commentés par l'écriture inversée, cryptoécriture de Léonard, pour pas qu'on puisse déchiffrer ses recherches, paraissent quelque peu mystérieux. Mais ils illustrent bien, dans un sens, sa démarche comparative qui était définie par Paul Valéry dans son célèbre Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, sous la forme suivante, mettre en rapport des domaines dont nous échappe la loi de continuité. Alors, quelle place Léonard lui-même accordait-il à son activité de musicien ? Il faut d'abord considérer que la hiérarchie entre les arts, entre la Renaissance et aujourd'hui, a fondamentalement changé. Dans l'Italie de la Renaissance, où évolue Léonard, la musique faisait partie des arts libéraux, aux côtés de l'architecture, de la rhétorique, etc. La peinture, quant à elle, était plutôt assimilée à une activité artisanale d'un simple savoir technique. Alors, à plusieurs occasions, Léonard s'insurge à l'encontre de cette hiérarchie. C'est-à-dire dans des textes qui seront sûrement lus demain soir dans la séance de lecture par Arthur H., qui fera référence à cette question. Dans son ouvrage intitulé « Le Paragone », qui était une comparaison des mérites respectifs des différents arts, Léonard écrit « La peinture surpasse et gouverne la musique parce qu'elle ne meurt pas aussitôt créée comme le fait la malheureuse musique. » Évidemment, notre héros ne pouvait imaginer la révolution de l'enregistrement et la mise en boîte de la musique, tout visionnaire qu'il était. Pourquoi la musique qu'il qualifie d'art de l'éphémère, la musique qu'il appelle la sœur cadette de la peinture, a pourtant bel et bien accompagné toute sa vie. C'est ce qu'attestent en tout cas les plus anciennes sources biographiques de Léonard. Paolo Giovo, son premier biographe, qui dès 1510 note cette passion musicale, ou le grand mathématicien proche de Léonard, Luca Pacioli. Alors, Giorgio Vasari, dont on a parlé tout à l'heure, Vincent Delieu-Vin a parlé tout à l'heure, qui est considéré un peu comme le premier historien de l'art, qui était lui-même peintre, historien de l'art, mais aussi qui avait une propension aux anecdotes et souvent aux exagérations. Donc, on prend toujours ces témoignages un peu avec cum grano salis. Dans un récit dont l'authenticité, comme toujours, doit être prise avec précaution, souligne à quel point, chez Léonard, la musique accompagnait la création picturale. Je cite, « Pendant qu'il travaillait sur son modèle, Mona Lisa, en l'occurrence, le modèle, il faisait venir, Léonard, des musiciens et des bouffons qui l'entretenaient dans sa gaieté de façon à éviter cet aspect mélancolique que les peintres donnent aux portraits. » Avérée ou pas, cette notation a inspiré en tout cas nombre de peintres du XIXe siècle et est rentrée dans la mythologie devincienne qui s'installe à cette époque. Cela fait aussi, en passant, de Léonard le précurseur du sound painting,
une forme d'expression toute contemporaine visant à créer en temps réel une interaction entre le geste du peintre et celui du musicien. Maintenant, il y a une petite colle. Si vous voulez, quelle musique a pu inspirer Léonard quand il peignait Mona Lisa? Ceux qui répondront auraient droit à une visite gratuite. Plus sérieusement, la présence de la musique est attestée dès le début de la formation de Léonard de Vinci dans l'atelier de son maître, Andrea del Verrocchio, donc à Florence. Lui-même, Verrocchio, excellent musicien, et ce n'était pas une exception. Des peintres comme Giorgione, des architectes comme Bramante étaient aussi musiciens, la musique faisant d'ailleurs à l'époque partie intégrante de l'éducation humaniste. De 1470 à 82, date de son départ pour Milan, Léonard est étroitement associé à la vie artistique de la cour florentine de Laurent de Médicis, où la musique est omniprésente. Laurent lui-même est dit chanter merveilleusement en s'accompagnant à la lyre, toujours selon Vasari. Son entourage, parmi eux le philosophe Marcille Ficin, le compositeur Angelo Posidiano, s'adonne à la lyre au sein de l'académie créée par Ficin. L'académie s'est donc créée dans les années 1440. C'est un véritable laboratoire de la culture humaniste qui associe peintres, philosophes, hommes de lettres et poètes, et qui aura un rôle décisif dans le développement de la culture florentine. L'instrument que Léonard va adopter, même si selon certains témoignages, il aurait également été un excellent joueur de luth, c'est la lira da braccio. Alors c'est la lira da braccio, ça veut dire la lyre à bras, en opposition à la viola da gamba, soit la viole qu'on joue entre les jambes. Alors, la lira da braccio est un instrument à 7 cordes qui sont mises en vibration par un archet courbe, ce qui permet donc de jouer éventuellement plusieurs notes à la fois, donc un jeu polyphonique. Un des rares exemplaires authentiques conservés se trouve au Kunsthistorisches Museum de Vienne, vous avez sur l'écran. Alors, un instrumentiste et jeune instrumentiste et musicologue suisse du nom de Baptiste Romain s'est fait un spécialiste de la résurrection de la lira da braccio. Il a enregistré plusieurs albums et il a aussi tourné un petit film qu'on va vous montrer, comme ça que vous pourrez mieux visualiser l'instrument de Léonard. Donc, première vidéo, s'il vous plaît. La lira da braccio est en fait tout simplement un avatar tardif de la vielle archet, donc l'instrument à cordes frottées du Moyen-Âge, qui, dans les dernières décennies du XVe siècle, a évolué en instrument à 7 cordes, donc plutôt que 5 cordes, qui était plutôt typique au Moyen-Âge. Donc je peux vous jouer les 7 cordes. Donc cette corde, pourquoi cette corde? Pour jouer des bourdons, des accords, pour accompagner la récitation chantée. Une récitation humaniste qui fait référence à l'Antiquité, au chant des Grecs antiques.
Et mis à part ça, on sait que l'instrument était très très utilisé pour l'accompagnement du chant, les récitations humanistes, la récitation du chant qui faisait référence au chant de l'Antiquité. Également pour les figures mythologiques des dieux Orphée, Apollon. Alors on le voit sur cette vidéo, la lyre peut être à la fois jouée en soliste et aussi en accompagnement d'un récitant. Il est d'ailleurs probable que, même si nous ne disposons pas de témoignages directs et écrits, que Léonard la pratiquait sous ces deux formes. Donc ce que disait Baptiste Romain, l'instrument est l'emblème d'Orphée et d'Apollon, et il est vraiment considéré comme la recréation de la lyre antique. Ce qui explique donc sa fortune auprès des cercles humanistes de Florence, qui cherchaient à réunir dans leur art à la fois musique et poésie. Le musicien n'interprète pas sur la lyre de la musique écrite, mais improvise de la poésie ou récite en s'accompagnement des grandes œuvres de poètes latins comme Virgile ou Homère. Si bien que le cantar à la viola, synonyme d'art de l'improvisation, va s'imposer par rapport au cantar al libro, celui du musicien savant qui fait de la musique la barbe plongée dans sa partition. Plusieurs témoignages d'ailleurs célèbrent la virtuosité de Léonard, à la fois improvisateur et récitant, ce qui en fait, sans exagération, une sorte d'ancêtre de notre slam moderne. En tout cas, un musicien plus proche de la musique populaire improvisée que de la tradition savante. Ce qui explique, on l'a dit, qu'il ne nous reste aucune trace de ses compositions, hormis quelques exceptions qu'on verra à la fin de cette causerie. La lyre s'identifie tellement à la poésie chantée qu'elle a d'ailleurs donné son nom au terme de lyrique, lyrique, qui survit aujourd'hui sous sa forme anglicisée de lyrics dans la musique anglo-saxonne, où l'universalité des talents de Léonard lui aurait sûrement permis de trouver un emploi. La lyra da braccio, instrument choisi par Léonard, est également dotée d'une forte aura symbolique, basée autour du chiffre magique 7, qui est bien sûr celui des 7 notes de la gamme, des 7 cordes, comme le rappelait Baptiste Romain, de l'instrument, mais aussi des 7 planètes de l'harmonie des sphères. Donc c'était ce mythe qui était très très présent à l'époque marquée par le platonisme et le néoplatonisme qui régnait à Florence. Vous savez, cette idée qui vient de la République de Platon, comme quoi le mouvement des 7 planètes, selon la cosmologie antique, on n'en connaissait que 7, provoque un immense bourdonnement enchanteur qui provoque donc la musique, une musique envoûtante et magique. Alors, à la charnière de ces dons d'inventeur, d'ingénieur et de musicien, on se place la passion de Léonard pour la facture d'instruments de musique. Il en perfectionna certains, il inventa plusieurs machines musicales qui préfigurent même certaines de nos inventions modernes. De nombreuses notes et surtout esquisses sur les instruments se trouvent disséminées dans les pages des différents codex et manuscrits. Voilà. Vous avez une idée un peu de la profusion formelle que ça donne. Le foisonnement de ces idées instrumentales ne doit pas cacher toutefois la logique qui préside à ces recherches. Léonard cherche à la fois le moyen d'automatiser certains instruments et à en faciliter l'exécution. Par exemple, il s'efforce de combiner les moyens d'exécution que sont le clavier, les pistons, les archets, d'où la naissance sous sa plume. Sous la plume, on n'est pas encore dans l'atelier du fabricant d'instruments. Sous sa plume d'une foule d'instruments hybrides, comme des cloches et tambours harmoniques, des flûtes à coulisses, des clavecins à son continu. Des idées qui anticipent la démarche de nombreux facteurs d'instruments du XVIIIe et du XIXe siècle. Tout comme il ne reste aucune d'ailleurs des improvisations de Léonard, il est fort probable que la quasi-totalité de ces instruments et machines restera à l'état d'esquisse, comme des fulgurations nées du cerveau de l'artiste. Tout d'ailleurs comme il ne reste rien de ces improvisations musicales. À ce propos, relevons juste une remarque de Jacques Derrida, toujours cité un philosophe dans ses conférences, qui fait un rapprochement, selon nous judicieux, entre l'art de l'improvisation musicale pratiqué par Léonard et le non fini, le jaillissement du dessin ou du croquis.
comme s'il s'agissait de deux modes d'expression, de la profusion, de l'illimité d'un cerveau réuni donc, dans la personnalité de Léonard. Alors, un peu d'immersion au sein de ces formes instrumentales. Signalons tout d'abord les nombreuses idées mises sur le papier dans le domaine des instruments à percussion, notamment de tambours harmoniques dont les notes sont actionnées par des claviers ou par des manivelles. Alors, il existe une gamme impressionnante de ces instruments dans les codex. Ça va du tambour pour enfants jusqu'à des instruments capables d'aller sur les champs de bataille. Une recherche qui est reliée à l'intérêt de Léonard pour les machines de guerre. Et aussi des instruments destinés à l'organisation des grandes fêtes princières pour lesquelles la musique aura une importance particulière. L'instrument à percussion le plus impressionnant est ce tambour militaire mécanisé, capable, selon Léonard, là on a une citation, de jouer mécaniquement des rythmes compliqués, tandis que le chariot avançait, l'axe de la roue dentée entraîne 5 autres roues, actionnant 5 baguettes de la part et d'autre du cylindre, du tambour cylindrique. Il s'agissait ni plus ni moins d'un véritable char d'assaut musical. Une des inventions les plus audacieuses de Léonard est la viola organista. Alors, c'est un instrument qui réunit les caractéristiques du clavecin, de l'orgue et de la viole de gambe. Donc, il s'agit d'un instrument à clavier, mais dont les touches mettent en contact les cordes de l'instrument avec 4 roues recouvertes de crins de cheval. On a à gauche, là, c'est un instrument donc, pour lequel Léonard a produit énormément de croquis. Là, on a à gauche 3 étapes. La première étape où il essaie de faire fonctionner la lyra avec un archet, comme la lyra Baraccio, et ensuite il passe à un système de roues, donc c'est un circulaire sur lequel c'est des roues recouvertes de crins de cheval, donc qui vont mettre les cordes en vibration. Voilà. Donc il s'agit d'un instrument à clavier, mais dont les touches mettre en vibration 4 roues recouvertes de crins de cheval, d'où la production d'un son continu, proche de l'orgue, ou plutôt de la viole. C'est le descendant perfectionné des viols à roues des mendiants, les hurdy-gurdy médiévaux, l'instrument des mendiants, celui du Leiermann de Schubert, du voyage d'hiver. La viola organista est l'instrument le plus complexe imaginé par Léonard, qui lui a consacré pas moins de 10 pages de croquis. Elle permet en effet de réaliser des aspirations de factures d'instruments de l'époque. Les 2 aspirations principales, placer un grand nombre de cordes sous le contrôle des 10 doigts et prolonger le son de l'instrument, tout en ayant la possibilité de produire des crescendo et des décrescendo, selon qu'on appuie plus ou moins fort sur la touche. Donc un progrès notable par rapport à la mécanique rudimentaire du clavecin. Comme la plupart des projets ou projections d'instruments laissés par Léonard, la viola organista n'a pas été construite de son vivant, mais par contre a inspiré plusieurs réalisations postérieures de très belle qualité, notamment le Gegenwerk, donc construit en 1575 en Espagne, et un autre instrument qui est, lui, visible. Alors, c'est un des joyaux, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est un musée absolument magnifique, le musée d'instruments de musique de Bruxelles, où il y a donc cet instrument qui, malheureusement, n'est pas en fonctionnement, mais qui donne une idée assez précise de ce qu'aurait pu être la viola organista s'il avait été construit à l'époque de Léonard. Alors, un prototype de la viola organista, inspiré des croquis de Léonard, a même récemment été construit par un facteur d'instruments polonais, Sławomir Zubricki, qui est en même temps classiniste. Alors, on a la chance de disposer d'une vidéo de Zubricki en train de jouer son instrument à l'occasion d'un concert qui a eu lieu à Cracovie. Et là, il exécute une pièce de Antoine Forqueret. Donc là, vous allez encore mieux comprendre le principe de l'instrument. On peut avoir la vidéo.
Non, parce qu'on a vraiment l'impression d'entendre un concert de viol, même si la sonorité n'est pas exactement celle des viols, mais l'impression polyphonique est réelle. Une autre esquisse d'un instrument visionnaire, c'est le projet de flûte à coulisses. Là encore, on le sait si cet instrument a été réalisé, mais comme le relève Winternitz, l'idée d'un son de flûte modulable sous la forme d'un glissando anticipe sur une invention instrumentale des plus fascinantes du XXe siècle, le thérémine, de l'ingénieur russe du même nom, qui connaîtrait une grande fortune dans les films hollywoodiens, notamment d'épouvante. À cette différence que dans le thérémine, le son était produit pas par une coulisse, mais par un champ magnétique modulé par les mains de l'instrumentiste. Un bref extrait donc, qui vous montre une démonstration du thérémine et d'imaginer ce qu'aurait pu donner la flûte à coulisses de Léonard. Ça aurait été encore plus simple s'il avait connu la flûte à coulisses de Léonard. Enfin, au chapitre des inventions légendaires, il y a cette fameuse et mystérieuse histoire de la lyre d'argent. Alors, quand Léonard est appelé à la cour de Milan en 1480, il est porteur d'un cadeau de Laurent de Médicis à Ludovic Sforza, dit Ludovic le Mort, le duc de Milan. Cet épisode est raconté par Vasari, même si celui-ci se trompe sur la date de l'événement. Léonard apporta une lyre qu'il avait façonnée lui-même, presque entièrement en argent, et ayant la forme d'un crâne de cheval, forme bizarre et nouvelle qui donnait un son plus vibrant et plus harmonieux. Avec cet instrument, il surpassa tous les musiciens qui étaient venus jouer l'emphase habituelle. Fin de citation. Une lyre en argent, on est en droit de s'interroger sur le caractère mythique de la chose, d'autant plus qu'elle n'est mentionnée dans aucun des écrits de Léonard. Toutefois, d'autres esquisses confirment son intérêt pour des instruments basés sur des formes animales, comme ce bizarre instrument à cordes de forme composite, c'est pas une invention, c'est dans les carnets de Léonard, un bec d'oiseau d'un côté, un crâne de bouc de l'autre. Alors on a du mal à imaginer notre Orphée milanais charmant les animaux avec cet engin bizarre, mais voilà, ça improvise son imagination. Car si la lyre est dotée d'une origine divine, elle a aussi, selon des récits légendaires, une origine animale. C'est en entendant, en effet, selon un des récits mythologiques, c'est en entendant le son produit par le vent sur les boyaux d'une tortue desséchée qu'Hermès aurait eu l'idée de la lyre. On trouve de multiples échos de cette fascination, d'ailleurs, pour les liens entre musique et animalité chez les facteurs d'instruments qui rivalisent d'ingéniosité pour créer des modèles dotés de formes extraordinaires. Et aussi chez les peintres comme Giovanni Bellini, chez Bartolomeo di Giovanni, un tableau d'abord qu'on peut voir au musée du Louvre, et surtout Piero di Cosimo, le fameux Piero di Cosimo, voilà, notamment sa Libération d'Andromède, une peinture destinée à un décor de scène à laquelle Léonard aurait lui-même collaboré. Et puis, donc, pour expliquer cette idée de lyre d'argent à crâne de cheval, il y a l'intérêt, effectivement, à cette époque, même l'obsession manifestée par Léonard pour les chevaux, au moment même où il travaillait d'arrache-pied à son statut de statue équestre géant commandé par Ludovic Sforza, un projet qui l'obséda pendant 16 années, au cours desquels il remplit de multiples carnets d'esquisses consacrés à l'anatomie du cheval. Enfin, ce projet instrumental reflète la fascination de Léonard, on a même parlé d'une cranomania pour la structure du crâne, dont il étudie à travers une multitude de croquis la complexité des courbures propres à produire
une résonance parfaite. Donc, il y a plusieurs instruments de Léonard dont la caisse de résonance est basée sur la forme du crâne. Enfin, tout ceci incite à penser que cette tire d'argent à crâne de cheval ne relève pas totalement de l'abondante légende de Vincienne. Alors, le Milan de Ludovic le Mort, où arrive Léonard en 482, connaît un véritable âge d'or pour l'art et la culture. Même si Vinci y est sollicité au premier chef, on l'a dit, comme ingénieur militaire ou hydraulicien, il va également mettre au service du duc Sforza ses talents de musicien, d'organisateur de fêtes et autres divertissements. Il conçoit ainsi des décors d'architecture destinés au spectacle, des masques et des machineries de scène. Ceci est attesté par plusieurs sources et aussi par une multitude de croquis émaillant ses carnets. Ça, c'est voilà, donc des projets de décors pour la cour des Sforza. La plus célèbre des manifestations organisées par Léonard s'appelle le Paradiso. Elle a été donnée au Palais Sforza le 13 juin 1490 pour des noces princières. Alors cet événement vaut la peine qu'on s'y arrête parce que c'est le seul qui a été décrit donc, par un témoin direct qui était Bernardo Bilincioni, le protégé et poète officiel de la cour de Ludovic de Milan. Alors, il ne s'agissait pas vraiment d'un opéra, parce qu'on est un siècle avant l'invention de l'opéra par Monteverdi, mais d'une représentation, c'est-à-dire un grand spectacle à caractère allégorique, conjuguant danse, musique, poésie, décoration, etc. Alors, le récit de Bilincioni précise que le titre du spectacle, Paradiso, vient du fait qu'il était conçu autour d'une représentation du paradis conçue par le grand génie du maître florentin Léonard da Vinci. Le spectacle, je cite Bilincioni, le spectacle s'ouvrait par une sonnerie d'instruments à vent et par des roulements de tambours accompagnant des danses, etc. Le paradis, construit par Léonard, était représenté sous la forme d'une gigantesque sphère entièrement dorée et percée d'ouvertures, laissant apparaître les étoiles lumineuses, le mouvement et le son des 7 planètes. Là, on retrouve la fascination pour l'harmonie des sphères. Même si on n'a pas d'indication formelle à ce propos, il est vraisemblable, selon Vinternis, toujours que Léonard et son élève préféré, Atalante Migliorotti, apparaissaient sur scène, accompagnant à la lyre les récitations d'Orphée ou d'Apollon. Toujours est-il que Il Paradiso connaîtra un tel succès que le spectacle sera repris dans les jardins du château d'Amboise le 19 juin 1518, donc, alors qu'à la fin de sa vie, Léonard, comme vous le savez, travaillait au service de la cour de François Ier. C'est d'ailleurs une information que j'ai pu avoir à l'occasion de la très belle exposition consacrée à Léonard et la France qui a eu lieu au Clos Lucé l'été dernier. Donc, on l'a dit, aucune esquisse de Léonard destinée au Paradiso n'a pu être retrouvée. On dispose toutefois de croquis précis de la main de Léonard pour un autre spectacle du même type, Danaé. Alors, les planches nombreuses consacrées à Danaé font penser que l'essentiel de l'action se situait sur le plan vertical, ce qui n'est pas étonnant puisque donc l'histoire de Danaé et de la pluie d'or qui vient ensemencer le sol exigeait cette verticalité. Ce qui donne une idée de la maîtrise de Léonard dans le domaine des machineries théâtrales, à tel point qu'on dit que des scénographes de Bayreuth se seraient inspirés de certaines de ses dessins pour résoudre le problème toujours délicat des déplacements aériens des filles du Rhin, au début de l'ordre du Rhin. Un point controversé porte sur la participation de Léonard à la création de la Fabula d'Orfeo de Poliziano. Alors, la Fabula d'Orfeo, c'est avant Monteverdi, avant Petretti, c'est vraiment le premier Orphée de l'histoire, et c'est à un moment très important, puisque, comme Adorno disait, Orphée, c'est l'opéra, tout opéra est Orphée, tout opéra est basé autour de l'histoire du pouvoir de la musique. Donc que Léonard ait pu participer à ce premier Orfeo de l'histoire a forcément une valeur symbolique et nous ramène au début donc, de notre propos, quand on l'a vu portraiter en Orphée charmant les animaux. Si bien que ça peut être, il peut être utile d'entendre un extrait de cet Orfeo de Poliziano qui va nous remettre dans l'ambiance que vivait Léonard à ce moment. Un bref extrait sonore
s'il vous plaît. Alors, on n'a pas d'assurance sur la participation directe de Léonard à cet Orfeo, mais on sait que son élève, dont j'ai parlé déjà précédemment, son plus fidèle disciple, Atalante Migliorotti, incarnait dans l'opéra le rôle d'Orfeo en s'accompagnant à la lira da braccio. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il ne nous restait aucune partition écrite de Léonard. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et pour terminer, on va évoquer une activité musicale de Léonard un peu surprenante, qui était liée justement à son activité au sein des fêtes et divertissements de la cour de Milan. Fils d'un temps où la recherche scientifique et goût du jeu allaient souvent de conserve, Léonard, à cette époque, s'est adonné au plaisir des charades et autres rébus, pour son propre divertissement personnel et sans doute pour agrémenter donc, les festivités. Là, on a une page de grimoire qui est une page de notes où il y a plusieurs centaines de rébus dans la production de Léonard. Et il y en a une quinzaine qui font appel à des notations musicales. Alors, il y en a un qui est particulièrement éloquent, que je vais vous montrer. Voilà. Alors, vous voyez donc, il y a deux phrases musicales. Le premier rébus commence par le dessin d'un hameçon, en italien amo. Ensuite, vous avez les notes do, mi, si, la, do, ré. Pardon, ça c'est do, mi, si, la, do, ré. Je voulais dire que ces charades musicales étaient l'ancêtre de nos domiciles adorés qui ornent nos pavillons de banlieue. C'est le même principe. Celui que vous voyez sur l'écran donc, commence par le dessin d'un hameçon, en italien amo, suivi des syllabes musicales ré, sol, la, mi, fa, ré, mi, suivi du mot rare. Le deuxième groupe de notation, la, sol, mi, fa, sol, est suivi du mot lecita, ce qui donne la phrase amore, sola, mi, fa, ré, mi, rare, la, sol, mi, fa, sol, lecita. L'amour seul me fait souvenir, lui seul me stimule. Voilà, comme héritage musical, c'est quelques notes en forme de jeu. Mais avant de nous quitter, un autre extrait de cette viola organista, fascinante intuition de Léonard, où alors là, Adam Svadovar-Zubriski va interpréter une pièce instrumentale du XVIIIe siècle, un concerto, qui montre bien la capacité polyphonique de l'intuition géniale de Léonard avec sa viola organista. Voilà, une invention qui confirme que dans tous les domaines qu'il a abordés, il a fait preuve d'un inépuisable génie de visionnaire, même si, comme le relèvent certains de ses biographes, notamment Serge Bramley, il y avait chez Léonard, pas du tout dans le mauvais sens du terme, mais un côté touche-à-tout de génie qui a fait qu'il a expérimenté énormément de choses et n'a pas toujours eu la possibilité de les faire aboutir. Donc un peu de musique avant de se quitter. Merci.
Merci.